Je me souviens comme si c'était hier, je ne sais pas combien d'entre vous étaient dans la salle l'année dernière, mais je m'en souviens comme si c'était hier de notre conversation, à la fois du regard peut-être pessimiste qui pouvait être le mien à l'époque, de vos questions. On m'a demandé, de faire une introduction, donc je vais essayer de dresser un tableau général. N'hésitez pas ensuite à poser toutes les questions que vous souhaitez et dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre, mais vraiment ne vous censurez pas vis-à-vis de moi. Au contraire, je pense qu'on est là pour parler, pour discuter et je ne considère pas du tout avoir la science infuse et au contraire, moi, ça m'intéresse autant d'écouter ce que vous avez à dire que vous, ça vous intéresse d'écouter ce que peut-être j'ai à dire. Je crois que l'année dernière, je vous avais justement dressé un tableau très négatif, à la fois sur le Liban et sur la région. Je sortais à ce moment-là un petit livre, un tract chez Gallimard, qui lui-même était très noir, très pessimiste. Et quelques semaines plus tard, on en parlait avec Michel Hello, votre secrétaire général, et je me disais, ce texte, finalement, il est déjà daté. Ce texte, il est déjà dépassé. Et finalement, j'étais beaucoup trop pessimiste parce qu'on avait en début d'année un nouveau président de la République qui semblait sur le papier meilleur que ce qu'on a pu avoir par le passé. On avait un Premier ministre qui est tout de même l'ancien président de la Cour internationale de justice. Donc, pour un pays dont on avait commencé à désespérer, le Liban, se dire qu'on a un Premier ministre de ce calibre, c'était quand même très prestigieux. On a eu la formation d'un gouvernement, là aussi, qui est sans doute le meilleur gouvernement qu'on ait eu au Liban depuis des décennies. Donc, il y avait cette idée dans l'air qu'un nouveau Liban était en train de se créer et qu'on pouvait enfin recommencer à penser avec optimisme, avec espoir vis-à-vis de ce pays. C'était déjà nuancé par un constat moral qui n'était pas facile à appréhender, facile à vivre. Et ce constat moral, c'était que cet espoir, finalement, était né essentiellement des bombes israéliennes. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il fallait vivre. Et c'est pas évident, moralement, c'est de savoir est-ce que du pire, parce que la guerre a été un moment terrible pour le Liban, c'est un moment qui a fracturé encore plus la société libanaise, qui l'a divisée, qui a radicalisé les esprits. Est-ce que de ce moment-là, du fait de l'affaiblissement du Hezbollah, pouvait créer quelque chose qu'on appellerait le nouveau Liban? Alors, je vais essayer en quelques mots d'introduction d'expliquer, à mon sens, pourquoi on n'en est pas encore à un nouveau Moyen-Orient et pourquoi on n'en est pas encore à un nouveau Liban. Donc, je commencerai sur la dimension régionale. Aujourd'hui, on est dans un moment dans la région, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les conflits issus du 7 octobre ne sont toujours pas terminés. On est dans un moment où vous avez un acteur qui a gagné, qui a une victoire incontestable sur le plan militaire. Cet acteur, c'est Israël. Mais c'est un acteur qui ne sait pas gagner. Parce que pour savoir gagner, pour pouvoir gagner, à un moment donné ou à un autre, c'est historique, ça a toujours été le cas, il faut être capable de faire un compromis politique. Il faut être capable de se dire, j'ai suffisamment vaincu mon adversaire pour pouvoir aujourd'hui traduire ma victoire militaire en victoire politique. Et Israël n'est pas dans cette logique et est incapable d'être dans cette logique. Sa victoire, de son point de vue, est une annihilation de son adversaire. Et face à un adversaire, l'axe iranien, qui lui a la caractéristique de ne pas savoir perdre, c'est-à-dire que la logique de l'axe iranien, c'est tant que j'ai un homme debout, qu'il soit iranien, libanais, yéménite, irakien, etc., je n'aurai pas perdu. On ne peut pas dire de moi que j'ai perdu. Ça veut dire qu'on est dans une forme de guerre, je ne vais pas dire éternelle, mais en tout cas qui se prolonge et se prolonge. L'Iran se dit aujourd'hui, je suis dans une logique de trêve de longue durée, donc je vais reconstituer mes forces lentement. J'accepte le fait que je ne suis pas capable d'être en confrontation directe avec Israël. Je pense que tout l'axe iranien aujourd'hui est dans cette logique, en particulier le Hezbollah,
qui se dit je ne peux pas, et les responsables du Hezbollah à qui j'ai pu parler le disent, ils le disent en privé, ils n'ont pas du tout honte de le dire. Pourquoi vous voulez qu'on enlève nos armes pour pas faire la guerre à Israël? De toute façon, on ne va plus faire la guerre à Israël. Et ils le disent sans aucun souci. Ils sont dans une logique de trêve de longue durée, à mon sens, et ils pensent que le temps joue en leur faveur. Et de l'autre côté, on a un acteur qui, lui, au contraire, est dans une logique de changement structurel de la région. Il veut changer le visage de la région, et il sent qu'il est pressé par le temps, parce qu'il sent qu'il peut le faire aujourd'hui, parce qu'il y a un alignement des planètes, notamment avec la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche, et que la situation pourrait être plus compliquée par la suite. Donc on a deux visions totalement différentes du constat de ce qui s'est passé ces dernières années, et on a deux logiques totalement différentes face au présent et face à l'avenir. Et ces deux sont en totale confrontation. Il y a, cela dit, au moins sur le plan géopolitique, un nouveau Moyen-Orient qui est à l'œuvre sur plusieurs dimensions. La première dimension, je pense que je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous connaissez tout ça mieux que moi. La première dimension, c'est l'affaiblissement considérable de l'axe iranien. Donc on avait un axe qui a été dominant, qui a été impérial, qui a été qui a été dans une situation de domination pas totale, mais quasi totale, en tout cas qui avait la plus grande capacité de nuisance dans la région pendant moins de décennies, et qui aujourd'hui est à genoux. Il refuse de mourir, mais il est à genoux, et le fait qu'il soit à genoux crée des vides un peu partout, a créé le plus grand vide en Syrie, et je crois que c'est la différence majeure par rapport à notre conversation de l'année dernière, c'est que l'année dernière, Bachar el-Assad était encore au pouvoir, aujourd'hui la Syrie est tombée, et c'est le plus grand affaiblissement possible, non seulement pour l'axe iranien, mais en particulier pour le Hezbollah. Le deuxième élément nouveau, c'est la suprématie israélienne, qui est une suprématie historique et sans précédent dans l'histoire de la région, c'est-à-dire qu'on a un tout petit État qui est capable de bombarder 4 capitales, 5 capitales arabes en quelques semaines sans se mettre en danger d'un point de vue sécuritaire. C'est-à-dire que si l'ensemble des adversaires d'Israël aujourd'hui faisait une coalition contre lui, il serait tout de même en situation de supériorité militaire. Et ça crée quand même un déséquilibre structurel à l'échelle de la région, d'autant plus quand cet acteur, avec sa suprématie, pense qu'il va pouvoir tout régler par la force et non par des compromis politiques. Cette hégémonie israélienne qui est en train de se dessiner, elle a toutefois des limites, et elle a des limites qui sont liées à la nature même de l'État israélien, qui ne se pense pas comme un empire, qui ne se veut pas comme un empire, et qui n'a pas de projet politique pour les peuples et les pays de la région. C'est-à-dire qu'il y a une suprématie qui est militaire. Aujourd'hui, Israël peut intervenir où il le veut, quand il le veut, et il continuera de le faire, mais il n'y a pas de volonté d'imposer politiquement à l'intérieur des sociétés, soit d'imposer, soit même de proposer un projet auquel la majorité des sociétés de la région pourraient, sinon adhérer, au moins seraient contraints de suivre. La troisième dynamique, je pense, qui est nouvelle, c'est le fait que des pays arabes qui, il y a encore 2 ans de ça, étaient sur le point de normaliser leurs relations avec Israël, et je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, aujourd'hui sont dans une toute autre dynamique parce qu'ils considèrent que l'État hébreu est aujourd'hui l'acteur le plus déstabilisateur sur la scène moyen-orientale. Et là aussi, ça éloigne très largement les plans ou les perspectives de ressusciter l'accord d'Abraham du président américain actuel. La quatrième dynamique, qui est un changement majeur dans le nouveau Moyen-Orient, mais qui n'est pas, elle, liée au 7 octobre, c'est la transformation par le haut de l'Arabie Saoudite, où là, on a une transformation d'un État qui joue un rôle majeur sur le plan géopolitique, sur le plan religieux, sur le plan sociétal, et qui est en pleine révolution. Une révolution qui a des aspects négatifs. C'est un pouvoir qui est plus concentré, qui est plus autoritaire, qui est plus nationaliste, qui a été, au moment de l'intervention au Yémen, plus interventionniste que ne pouvait l'être la tradition saoudienne par le passé,
mais qui a aussi énormément d'éléments positifs, dans le sens où il y a une libéralisation de la société saoudienne, il y a un divorce avec le wahhabisme, et ça aura des conséquences non seulement sur l'Arabie saoudite, mais à l'échelle de la région. J'en viens maintenant au Liban, parce que je crois que c'est quand même le sujet qui vous intéresse. Le nouveau Liban, lui aussi, à mon sens, n'a pas éclos, ou en tout cas tarde à éclore, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la présence du Hezbollah. C'est le fait qu'on a un parti qui est affaibli, mais qui, malgré son affaiblissement, conserve une place prépondérante dans le paysage politique libanais, du fait même qu'il refuse de rendre ses armes. Et on n'arrive pas à tourner la page de ce qu'a pu être le Liban pendant des décennies tant que le clivage principal au Liban se fait autour de la question du Hezbollah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer de projet politique libanais tant que c'est la seule question qui intéresse les Libanais, en tout cas au Liban. Vous me direz si c'est le cas également pour les Libanais de l'extérieur. Et on ne peut pas le faire tant que c'est un parti qui bénéficie du soutien d'une grande partie de la population, je dirais un tiers de la population. Et on se rend compte que finalement, de ce point de vue-là, la guerre n'a pas vraiment changé, les éléments structurants du débat. C'est-à-dire qu'on a un Hezbollah qui est beaucoup plus affaibli qu'il ne l'était auparavant, qui est minoritaire sur le plan politique, il est minoritaire au gouvernement, il est minoritaire au Parlement, il n'a plus de levier sur les principaux représentants du pouvoir, le président de la République, le Premier ministre, etc. Mais du fait même qu'il a le soutien d'une grande partie de sa population, le débat de fond est toujours posé de la même façon. Et le débat de fond, il est le suivant à mon sens, c'est comment faire en sorte de désarmer ce parti, comment faire en sorte de normaliser ce parti si tant est qu'il puisse être normalisé un jour, sans provoquer un divorce irréversible avec la communauté chiite. Et ce débat, on n'a toujours pas réussi à trouver de réponse cohérente, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on n'arrive pas à avancer. La deuxième raison pour laquelle le nouveau Liban n'est pas encore né, c'est que les principaux personnages qui sont censés incarner ce nouveau Liban ne sont pas eux-mêmes alignés. Aujourd'hui, entre Joseph Aoun et Nawaf Salam, il y a deux visions du pouvoir, il y a deux visions du Liban qui sont différentes. Et le fait qu'il n'y ait pas pu avoir une alliance entre les deux, une coordination totale pour des questions personnelles de style, pour des questions historiques, hein, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas été fabriqués dans le même moule, ils n'ont pas la même vision pour l'avenir, fait que ça affaiblit totalement cette logique et fait qu'aujourd'hui le débat politique est encore polarisé avec d'un côté le Hezbollah et de l'autre côté les forces libanaises. Et le centre, le grand centre entre guillemets qui aurait pu émerger avec l'élection de Joseph Aoun et de Nawaf Salam et auquel auraient pu s'associer plusieurs partis dont le Bloc national, n'a pas pu émerger, notamment parce qu'il n'y a pas un alignement entre les deux hommes et notamment sur la question du règlement de la question du Hezbollah. On l'a bien vu au moment de l'épisode de Raouché, où Nawaf Salam avait dit « ça ne se passera pas, c'est interdit », où il a été lâché par l'armée et où le lendemain, le président de la République a décoré le chef des armées, Rudolf Reich. Donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, je dirais que c'est l'état de ce qu'on appelle ou de ce qu'on a appelé l'État libanais. Je crois que, pour en parler souvent avec certains ministres qui sont au gouvernement, ils ne se rendaient pas compte à quel point l'État libanais était justement en état de déliquescence. Et ils se sont rendus compte à quel point c'est difficile de réformer quand on n'a pas d'argent et quand l'administration est totalement corrompue et totalement incompétente. Ghassan Salamé a une phrase pour résumer tout ça que j'aime beaucoup. Il dit tout le temps sur 100% de fonctionnaires, vous en avez 70%, 80% qui sont corrompus
et vous en avez 20% qui, parce qu'ils veulent montrer qu'ils ne sont pas corrompus, bloquent systématiquement tout. Et là, ça pose une vraie question, c'est comment vous faites pour réformer si vous n'avez pas d'appareil étatique. Et la quatrième, à mon avis, raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire naître ce nouveau Liban, c'est que sur les questions qui ne... Pardon, il y a une dimension que j'avais oubliée, bien entendu, et qui est liée directement à la présence, à la question Hezbollah, c'est l'attitude israélienne. L'attitude israélienne rend plus difficile également la naissance du nouveau Liban, parce qu'Israël continue d'occuper le territoire libanais, parce qu'Israël bombarde quotidiennement le Liban, et donc il donne du grain à moudre, il donne du fuel à toute la rhétorique Hezbollah qui suppose que si le Hezbollah pose ses armes, Israël va conquérir le Liban et l'occuper jusqu'à Beyrouth. Et la cinquième dimension, donc là où je voulais en venir, c'est, je crois, on peut résumer ça avec la phrase Heida Lebnen. C'est-à-dire que cette phrase, elle est tellement ancrée dans les mentalités libanaises aujourd'hui, l'idée que ça fonctionne comme ça et c'est pas autrement, que c'est très très difficile de réformer un pays quand la majorité de la population, et je mets la question du Hezbollah de côté, hein, je parle des réformes de la justice, du secteur bancaire, d'un nouveau pacte politique, parce que moi je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on a besoin d'un nouveau pacte politique et que le Liban tel qu'il est, et même si on met la question du Hezbollah de côté, il est ingouvernable. Mais on n'arrive pas à dépasser cette étape parce que y a un déni profond, j'ai envie de dire, il y a une résilience profonde au Liban de tout ce qui ne marche pas. Et ça, malgré toute la bonne volonté des gens qui sont arrivés au pouvoir, ils n'arrivent pas pour le moment à y faire face.